de ces deux associations dont on a déjà parlé, on a surtout évoqué Civitas, un petit peu moins la Griffe. Je vais essayer de les décrire très rapidement. Je voudrais d'abord dire ma dette à Jean-Yves Camus qui a contribué au dossier Contexte et qui a écrit un article avec moi, qui est un spécialiste de l'extrême droite européenne. J'ai eu toutes les peines du monde à trouver des travaux sur ces deux associations, ce qui explique que vous avez devant vous aujourd'hui une prof de littérature qui s'est retrouvée à essayer de comprendre le fonctionnement de réseaux traditionnalistes catholiques. Je ne reprends pas les parties de Jean-Yves Camus, mais je pourrais évidemment porter quelques éclaircissements au besoin si vous avez des questions, en reprenant ce que lui m'a appris. Alors, ce sont principalement deux associations catholiques traditionnalistes qui ont mené la campagne contre Golgotha Picnic. Il s'agit de l'Alliance générale contre le racisme et pour le respect de l'identité française et chrétienne, que j'appellerais désormais la Griffe, qui est présidée par Bernard Anthony, bien connu, ancien du Front National, qu'il a quitté en 2008, qui représentait l'aile catholique du Front National. Et l'Institut Civitas, donc mené par Alain Escada. La première est une association fondée en 1984, reconnue depuis 1990 par les tribunaux français comme association antiraciste. Elle a eu du mal à se faire reconnaître comme association antiraciste, mais il a bien fallu au bout d'un moment que les tribunaux accèdent à sa demande de reconnaissance. Et elle revendiquait quand même 6000 adhérents en 2004, donc quand même un petit moment avant l'affaire qui nous occupe. La seconde, l'Institut Civitas, a été créé en 1999, donc c'est une association plus jeune, et elle a d'abord principalement joué un rôle de lobby, et elle s'est récemment convertie en parti politique, donc en 2016. Elle revendiquait 1000 adhérents en 2013, donc juste après l'affaire Golgotha Picnic, et j'imagine que c'est le moment où l'association battait son plein, parce que comme vous l'avez compris, ça a été quand même un succès que cette affaire pour Civitas. Alors l'une comme l'autre se place dans l'optique du slogan de Charles Maurras, « Politique d'abord », ce qui signifie, je cite Jean-Yves Camus, que la politique, si elle est seconde dans l'ordre des fins, est première dans l'ordre des moyens. Les deux associations ont toutefois opté pour des terrains d'action différents. La Griffe porte la bataille des tribunaux et Civitas s'occupe de l'opinion publique. Donc Civitas mobilise, organise des manifestations, des prières de rue, sollicite des pétitions, etc. J'ai longtemps cru que ces deux associations avaient travaillé ensemble pour orchestrer la mise en échec de Golgotha Picnic. La réalité est plus complexe parce que les deux associations se tiennent à bonne distance et notamment la Griffe tient Civitas à bonne distance. Leurs adhérents ont en effet pris des partis différents, il faut revenir à l'origine du conflit, à la fin des années 1980, au moment de l'excommunication de Monseigneur Lefebvre, qui était le chef de file des traditionalistes catholiques à l'époque. Depuis Vatican II, la modernisation de l'Église et notamment le choix de laisser la liberté religieuse, donc de cesser le prosélytisme, Monseigneur Lefebvre s'était vraiment posé en contradicteur de l'Église. Il a fini par être excommunié et les adhérents, ceux qui allaient devenir les adhérents de Civitas, ont pris le parti de Monseigneur Lefebvre. Ce sont devenus ce qu'on a appelé les schismatiques. Tandis que les adhérents de la Griffe ont pris le parti de Rome, de l'Église, ce sont ceux qu'on a donc appelés les ralliés. Donc les deux se sont posés comme ça dans deux partis très différents au moment de ce schisme, même si ce n'est pas un schisme au sens canonique du terme, mais qui a été évidemment extrêmement important pour les milieux traditionnalistes européens et français en particulier. En dépit de ces choix différents, les deux associations ont exactement la même interprétation de ce qu'est l'Église post-conciliaire, c'est-à-dire une Église qui s'est perdue en se modernisant. Mais je résumerai les choses en disant que Civitas a choisi de combattre l'Église de l'extérieur et la Griffe de l'intérieur. Les deux groupes ont encore en commun leurs revendications identitaires et leur très grande proximité avec l'extrême droite, même si leurs affinités particulières ne sont pas exactement les mêmes, aucune n'est tempérée. Mais Civitas, à la différence de la Griffe, affiche des liens avec l'extrême droite la plus radicale et avec des groupes antisémites, ce que ne fait pas la Griffe. Enfin, c'est ce qui va m'intéresser aujourd'hui, les deux associations
se rejoignent dans leur condamnation absolue de ce qu'ils appellent le pseudo-art contemporain. Donc, quand on retrouve le terme pseudo-art contemporain dans les commentaires, c'est une signature. C'est typiquement le vocabulaire de cette extrême droite identitaire. Le pseudo-art contemporain incarne à leurs yeux toutes les tares de la société contemporaine. Il est laid, il est provocateur, il est immoral, il est de gauche, il est international et en plus, il est très souvent blasphémateur. Leurs arguments méritent d'être analysés à l'aune de ce paradoxe. Profondément réactionnaires, ces groupes paraissent néanmoins remarquablement adaptés au monde moderne. Donc c'est sur ce paradoxe que je voudrais travailler. Ce sont de farouches opposants à la République, de farouches opposants à la laïcité, à la démocratie, aux droits de l'homme, et pourtant ils n'hésitent pas à mobiliser les institutions et les valeurs modernes pour faire avancer leur cause, actionnant la justice, se soumettant au vote démocratique, c'est le cas de Civitas, sollicitant des subventions et même des crédits d'impôt, et développant pour faire tout cela un double discours. Je vais d'abord m'intéresser à une des manifestations de ce double discours qui a été très fort pendant l'affaire Golgotha Picnic, en décrivant la façon dont la Griffe et Civitas ont transposé, actualisé le délit de blasphème dans les termes du droit contemporain. Dans un deuxième temps, je vais remonter un petit peu dans le passé pour raconter comment les groupes nationaux catholiques français tentent, depuis une trentaine d'années, de retourner les droits de l'homme contre eux-mêmes. Alors l'accusation de blasphème a eu libre cours dans l'entre-soi dévot pendant toute l'affaire Golgotha Picnic. Elle était monnaie courante dans les périodiques de Civitas, de la Griffe et en général sur les blogs nationaux catholiques. Elle se trouvait toutefois euphémisée dans les communications publiques et surtout transposée dans les réquisitoires pour être admissible en droit, donc pour empêcher les représentations de Golgotha Picnic, puis faire condamner les diffuseurs de la pièce. La Griffe a principalement invoqué la protection des croyants, arguant que la pièce constituait une incitation à la haine des chrétiens. Donc, la Griffe a bien enregistré que dans le droit français, comme dans le droit canadien, comme le montrait Pierre Rainville ce matin, on ne peut pas dire qu'il y a une diffamation du Christ ou une attaque de la religion, mais par contre, la diffamation des chrétiens est admissible. Donc, elle ne s'est toutefois pas contentée de cette voie, elle a aussi invoqué, vous allez là aussi reconnaître un certain nombre de chemins que peuvent emprunter les chrétiens pour faire condamner une œuvre d'art, même si le délit de blasphème a été abrogé. Donc elle a invoqué aussi le respect des croyances et des objets de vénération définis selon elle dans les différentes constitutions et lois qui régissent la France. Elle a encore dénoncé une contravention au principe de laïcité et de neutralité de l'État, au motif que les diffuseurs étaient subventionnés. Elle a aussi tenté d'invoquer l'infraction d'exhibition sexuelle, l'interdiction de messages violents et pornographiques susceptibles d'être perçus par des mineurs, et j'en passe, atteinte à l'ordre public, etc., etc. Comme l'écrivent noir sur blanc à l'époque les rédacteurs du bulletin de la Griffe, donc qui est destiné aux quelques 6000 adhérents, l'enjeu est de trouver les moyens de faire punir un blasphème avec les outils du droit contemporain. C'est très clair. Les stratégies argumentatives de Civitas sont remarquablement similaires. Si l'Institut continue d'employer le terme de blasphème tout au long de la polémique, y compris dans les communications publiques, il invoque aussi le mésusage des subventions et de plus en plus souvent, au fil que les semaines passent, la diffamation des chrétiens. Quelques semaines avant les représentations, Civitas organise même une manifestation contre la christianophobie dans plusieurs villes de France, affrétant des cars de différentes régions de la France, depuis la Belgique, depuis la Suisse, donc vous voyez que tout ça est très organisé. Et pendant cette manifestation, on cite comme preuve d'une exacerbation de la haine contre les chrétiens récemment, Golgotha Picnic sur le concept de fils de Dieu, une pièce de Castellucci, et de récentes profanations de tombes chrétiennes. Donc tout ça est mis sur le même plan pour appuyer l'argument d'une montée en flèche de la christianophobie.
Pour prendre la mesure de l'opportunisme dont relèvent ces tentatives de traduction du délit de blasphème dans l'axiologie et dans le droit actuel, il faut rappeler combien la lutte contre la laïcité et la liberté de conscience, mais aussi la lutte contre l'antiracisme et les limitations de la liberté d'expression sont au fondement de l'histoire des deux groupes et de l'extrême droite en général. On a beaucoup parlé de Jeanne Favret-Saada, vous avez compris que c'est quelqu'un qui a été une ressource précieuse pour à peu près tout le monde. Je vais m'appuyer à nouveau sur elle. Elle décrit fort bien le coup de force que constitue, au mi-temps des années 80, la conversion de Monseigneur Lefebvre à la liberté religieuse, d'une part, et la conversion de Bernard Antony à l'antiracisme, d'autre part. Donc je vais revenir successivement sur ces deux points nodaux de l'histoire du traditionnalisme catholique, la conversion de Monseigneur Lefebvre à la liberté religieuse et la conversion d'Antony à l'antiracisme. Alors l'affaire qui entoure la sortie du film Ave Maria de Jacques Richard en 1984 est fondatrice. Monseigneur Lefebvre, qui est donc le père spirituel de Civitas, assigne en justice les responsables de l'affiche du film, signée Bettina Reims, une affiche qui montre une femme torse nu et attachée à une croix, au titre que cette affiche entrave sa liberté religieuse. Le stratagème du prélat a de quoi surprendre. Celui qui prêche alors contre la démocratie et pour la royauté sociale de Jésus-Christ, qui exècre l'esprit séculier et égalitariste de la République, est un virulent pourfendeur de la liberté de religion. C'est la reconnaissance de cette liberté de religion qui constitue la principale pomme de discorde entre lui et l'Église. Son retournement est spectaculaire et néanmoins payant. Le jugement fera jurisprudence en suivant le raisonnement du plaignant, donc de Monseigneur Lefebvre, c'est-à-dire en retenant, je cite, que la représentation du symbole de la croix, dans ses conditions de publicité tapageuse et en tout lieu de passage public, constitue un acte d'intrusion agressive et gratuite dans le tréfonds intime de croyance des passants. En d'autres termes, la liberté d'expression de l'affichiste trouve une limite dans la liberté de conscience et de religion du citoyen qui est exposé à l'affiche sans l'avoir choisi. On le notera, ce jugement de 1985 fait paradoxalement triompher un doctrinaire, Monseigneur Lefebvre, au nom du libéralisme individualiste. Il fait gagner un intégriste au nom de la définition de l'espace intime, d'un espace intime que rien ne devrait enfreindre. La Griffe et Civitas se sont largement appropriés l'argumentaire opportuniste de Monseigneur Lefebvre. Dans l'affaire Golgotha Picnic, toutefois, la Griffe ne peut pas faire valoir la jurisprudence de 1985, puisqu'il faut acheter son billet pour aller voir le spectacle, et qu'en plus, les spectateurs sont très avertis de ce qu'ils vont voir, parce que Civitas a pris soin de faire naître toute une polémique en expliquant que la pièce était offensante pour les chrétiens. À la limite, il en va différemment de l'affiche. Elle a été retenue pour la promotion, elle est aussi sur les affiches de la journée d'études. Elle présente un dessin, cette fois-ci, d'une femme prise entre deux pains, un burger et un steak, les bras en croix et portant un casque ceint d'une couronne d'épines. Mais la juge des référés du tribunal de grande instance de Paris déboutera la Griffe sur ce point. La Griffe, évidemment, s'est emparée de l'occasion pour au moins demander le retrait de l'affiche. La juge des référés leur dit, je cite, qu'elle ne le retiendra pas puisque le théâtre n'a pas fait de publicité particulière. Par ailleurs, la gratuité qui avait été retenue pour l'affiche de Bettina Reims ne peut pas être retenue ici, puisque l'affiche reprend plusieurs éléments qui sont vraiment tout à fait au centre de la pièce. Cette décision est aussi intéressante parce que la juge y pointe le détournement que la Griffe tente de faire des notions de respect des croyances et de liberté religieuse inscrites dans les constitutions et les lois qui régissent la France. Citant les mêmes textes que la Griffe dans ses plaidoiries, mais en choisissant d'autres extraits, elle en rappelle la lettre et l'esprit, c'est-à-dire que la liberté de religion
et la liberté d'expression ne s'opposent pas. Au contraire, elle précise que l'article 10 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 89 proclame que nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses. En d'autres termes, les textes que la Griffe invoque ont aussi pour raison d'être, et même peut-être pour raison d'être première, de protéger dans l'expression de leur opinion religieuse, ou en l'occurrence de leur athéisme, les créateurs et les diffuseurs que l'association accuse. Les formules de 1905 sur la séparation de l'Église et de l'État et de 1958 sur le respect des croyances et la liberté de conscience visent, quant à elles, à définir la laïcité, c'est-à-dire la neutralité de la République qui, je cite, garantit le libre exercice des cultes et ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte. Mais ces formules, insiste la juge, n'ont jamais signifié que la République considère les cultes avec un respect particulier ou qu'elle honore le fait religieux. Encore moins que la République n'a pas le droit de subventionner l'art qui traite de sujets religieux. En somme, ce que rappelle la juge, c'est, comme le formule l'avocat Henri Leclerc, que l'article 10 est, je cite Henri Leclerc, évidemment la traduction du long combat des Lumières au XVIIIe siècle contre l'hégémonie de l'Église. Ce que, bien sûr, la Griffe ne sait que trop. Alors c'est aussi au mi-temps des années 1980 que Bernard Antony va se déclarer soudain partisan des droits de l'homme et de l'antiracisme. Ce retournement-là, je pense, est plus intéressant encore pour nous et tout à fait intéressant pour analyser aussi ce qui peut se passer dans les débats politiques québécois actuels. Alors il n'est pas le premier, Bernard Antony, à se servir de l'argument de la lutte contre le racisme pour faire empêcher des paroles outrageantes à l'encontre de la religion catholique. L'abbé Pillan, en 1962, avait taxé, l'argument est intéressant, il faut vraiment commencer à s'intéresser à ces choses-là pour le retrouver intéressant, vous allez voir, mais donc l'abbé Pillan avait taxé la religieuse de Jacques Rivette de sexiste et d'aussi raciste que le juif sus. Donc, façon, évidemment, de retourner l'opinion publique de son côté. Monseigneur Lustiger, on est un petit peu plus tard, dans les années 80, avait bataillé contre des humoristes, c'est Stéphane Collaro et Jacques Martin, pour ceux qui connaissent, estimant que leur numéro ne relevait pas de l'anticléricalisme classique, parce que ça, même lui, Monseigneur Lustiger, était prêt à l'accepter, vraisemblablement, mais ça relevait, je le cite, de quelque chose de plus fondamental, l'atteinte aux droits de l'homme. Dans le même temps, début des années 80, l'idée d'un catholicisme devenu minoritaire avait fait son chemin jusque dans les pages plutôt modérées du journal catholique La Croix. Alors tous ces arguments, Antony les a repris et il les a systématisés et il a dédié son association, La Griffe, à en faire la promotion dans les prétoires. Il martèle dans ses nombreuses prises de position qu'en France, les chrétiens ne sont pas protégés au même titre que les juifs et les musulmans. Tantôt, il mise sur l'occultation d'un implicite, c'est-à-dire que les lois antiracistes protègent des minorités. Tantôt, il argue carrément que les chrétiens sont les moins considérés des croyants dans une France largement anti-religieuse, autrement dit que les chrétiens sont minoritaires chez les minoritaires, victimes parmi les victimes. Les bases de l'argumentaire figurent sans surprise dans les réquisitoires de l'avocat de la Griffe contre Golgotha Picnic. Il peut d'ailleurs s'appuyer sur un communiqué du porte-parole de la conférence des évêques, Monseigneur Potvin, qui s'insurge en des termes véhéments contre la pièce. Donc je le cite. « La liberté d'expression est à respecter comme sacrée, qu'elle respecte donc aussi ce qui est sacré. Aucun euro public ne doit subventionner le cultuel. Qu'aucun euro public ne subventionne davantage une production qui dénigre un culte. Ce n'est pas parce que le christianisme fut sociologiquement majoritaire, la formule est quand même mérite de qu'on s'y arrête, donc ce n'est pas parce que le christianisme fut sociologiquement majoritaire qu'il doit être le fusible d'hystérie culturelle. L'hystérie est beaucoup revenue pour qualifier notamment le directeur du théâtre du Rond-Point. L'avocat de la Griffe enfonce le clou dans ses réquisitoires, je le cite, « Le spectacle tente de tirer parti du handicap social qui afflige les chrétiens, à qui l'on impose toutes les attaques au nom de la liberté d'expression. » Je le cite encore, « Il suffit de voir le scandale que causerait un tel spectacle mettant en scène Mahomet ou Moïse, etc. etc. » Vous commencez à être
avoir des affinités avec tous ces arguments que l'on retrouve sans aucun changement dans toutes les communications de Civitas. Donc comme la conversion de la liberté religieuse de Monseigneur Lefebvre, la conversion à l'antiracisme de Bernard Antony suppose d'importantes contorsions. Tout d'abord, les lois antiracistes ont souvent fait l'objet de critiques de l'extrême droite en tant qu'elles restreignaient la liberté d'expression. Le combat contre les limitations de la liberté d'expression, c'est un combat de l'extrême droite. Quand l'avocat de la Griffe explique, à propos de Golgotha Picnic, que, je le cite, « la liberté d'expression, aussi légitime soit-elle, ne justifiait pas, y compris en matière artistique, de tels excès et une telle incitation à la haine envers les chrétiens », quand le secrétaire de Civitas affirme de même, je le cite, que « pétri de philosophie catholique, il considère que la liberté d'expression n'est pas et ne doit pas être un absolu », l'un et l'autre contreviennent à la position libérale traditionnellement adoptée en la matière par l'extrême droite, qui se targue de dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas. L'argument antiraciste oblige par ailleurs les traditionalistes qui ont recours à revenir sur un problème épineux, celui de l'égalité, perçu parfois comme un bien quand c'est une vertu chrétienne, parfois comme un mal quand c'est une qualité républicaine. La journaliste Cécile Montmirail, qui est proche d'Antony, qui est membre de la Griffe, commence le livre qu'elle a consacré à l'histoire des combats judiciaires de l'association. Vous voyez que j'ai eu de saines lectures, en affirmant que les valeurs évangéliques amènent les chrétiens à croire en l'égalité des hommes, donc que tous les chrétiens rejettent le racisme. La France, dit-elle, quoique les antiracistes essaient de nous convaincre du contraire, la France, imprégnée par ses racines chrétiennes, est sans doute l'un des pays les moins racistes du monde. Selon elle, les soi-disant antiracistes, c'est son expression qu'elle emprunte à Madiran, sont en fait des racistes anti-français et même des génocidaires, ce sont ces termes, qui visent à éradiquer la culture française et l'humanisme lui-même. Or, cette culture française, l'Axas-Corse, qui est menacée, bien entendu, elle vaut mieux que les autres. Donc, on se retrouve à nouveau embêté avec l'argument de l'égalité. On retrouve, en quelque sorte, résumé l'adage catholique nationaliste, « Si tous les hommes se valent, il n'en va pas de même des cultures et des civilisations ». Montmirail le formule selon la rhétorique de la préférence personnelle, en revendiquant le droit, je la cite, de préférer la France, préférer l'Église, Versailles, Lully et Van Gogh. Van Gogh, venu d'ailleurs, mais français de cœur et d'esprit. Antony, quant à lui, abandonne ce relativisme de bonne aloi et fustige la nouvelle bien-pensance selon laquelle, je cite, « On ne saurait préférer les grands artistes des grandes œuvres universelles des civilisations d'Orient ou d'Occident aux exposants des pots d'urine, bidets, tas de charbon et autres défécations, hélas, subventionnées. » Vous reconnaissez, je pense, les commentaires des internautes, hein, c'est de là que ça vient. Donc en matière de culture, l'antiracisme, et ça c'est intéressant, donc l'antiracisme est, c'est l'expression d'Antony, l'idéologie de l'art contemporain qui est selon lui sa projection culturelle. Donc l'antiracisme et l'art contemporain, même combat. Pourquoi? Ils souffrent d'une même déficience, leur haine de la hiérarchie et de toute différenciation. Antony recycle donc non seulement les discours contre la modernité, mais aussi contre la post-modernité où tout se vaut. Les cultures, les formes d'art, etc., etc. Alors, j'en arrive à ma conclusion. Est-ce que les traditionalistes sont vraiment parvenus à retourner les droits de l'homme contre eux-mêmes? Les deux groupes mettent en branle des institutions et des valeurs auxquelles ils ne croient pas et qu'ils ne reconnaissent pas. L'écho qu'ils parviennent à avoir dans les médias, et qui est indéniable, tout comme leurs rares succès judiciaires, peuvent sembler des coups de force. Les pourfendeurs de la liberté de conscience obtiennent parfois gain de cause au nom de la liberté de conscience. Les détracteurs de l'antiracisme obtiennent gain de cause au nom de l'antiracisme. Il faut toutefois relativiser l'importance de ces réussites, au demeurant peu nombreuses, qui s'expliquent davantage par la libéralité du système politique et judiciaire que par une véritable adéquation de ces groupes au monde contemporain.
Chaque polémique, chaque procès contre l'art blasphématoire est d'ailleurs vécu comme un choc des temporalités. D'un côté, les traditionalistes fustigent l'esprit du temps. De l'autre côté, le monde médiatique redécouvre l'existence de ces groupes dont les exigences lui paraissent anachroniques. Après chaque affaire, par ailleurs, les catholiques traditionalistes ressortent divisés. Si certains dévots se gaussent de l'opportunisme qui a à recourir aux armes profanes dans un combat sacré, d'autres y voient une grave compromission. Les commentaires des sympathisants sur les blogs nationaux catholiques montrent le gouffre qui sépare les interventionnistes des non-interventionnistes, les violents des non-violents. Ainsi, à ce titre comme à bien d'autres, l'affaire Golgotha Picnic ressemble à toutes les polémiques à enjeux religieux qui secouent la France depuis les années 1960. C'est même en fait cette grande monotonie et du déroulement des affaires et de leur réception, d'abord outrée, puis remarquablement oublieuse, qui ne laisse pas de surprendre. Merci.